Excellences, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, très chers compatriotes, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous saluer et de vous accueillir très chaleureusement au nom du fondateur et de la cofondatrice de notre organisation, Rarek Asbel. Je profite par la même occasion pour saluer les représentants de chaque organisation qui ont participé activement dans l'organisation de cette journée scientifique. Je remercie profondément M. l'abbé Aloïs Condé, directeur du centre pastoral d'Indongue, qui nous a offert ce beau cadre et qui nous a permis de travailler en synodalité avec le CALCC. Je serais ingrat de ne pas reconnaître la collaboration sincère et efficace du président du CALCC, notre frère Kaloulé. Pour terminer mon propos de ce jour, je voudrais vous présenter le promoteur de notre conférence d'aujourd'hui. Profil du professeur Paul Kamula Ilumbala Chamanyangala. Né en 1950 à Demba, dans la province du Kasaï, à l'époque où notre pays s'appelait colonie du Congo belge et du Rwanda, Burundi, le professeur Paul Kamula est très conscient d'être un véritable citoyen du monde. Après avoir conquis son diplôme de licence en droit à l'Université nationale du Zaïre en 1974, il est aussitôt recruté comme assistant à la faculté de droit de l'UNASA et il devient avocat au barreau de Kinshasa le 20 avril 1977. En octobre de même année, il se rend en Belgique où il acquérera successivement le diplôme supérieur de droit comparé à l'Université de Strasbourg en France et son diplôme de docteur en droit à l'Université catholique de Louvain en 1982. Sa dissertation doctorale était intitulée « La problématique des entreprises publiques face au droit de la faillite, études de droit zaïrois et de droit comparé belge et français ». Cette question abordée déjà par lui en cet ancêtre demeure toujours d'actualité au regard du clientélisme qui gouverne encore à ce jour la désignation des dirigeants des entreprises publiques congolaises et leur gestion respectivement calamiteuse de celles-ci. Il achèvera ensuite son stage d'avocat au barreau de Bruxelles où il travaillera successivement au cabinet américain Cleary Gottlieb et au cabinet de Bend Van Eyck en 1982 et en 1983. En 1984, il décroche son diplôme de Master of Law à l'Université de Yale aux États-Unis. Sur le plan professionnel, il est professeur de droit et droit bancaire à l'Université de Kinshasa depuis 2014. En 2015, il crée le Rassemblement des acteurs de la Renaissance du Congo, Rarek Asbel. Durant son séjour à l'étranger, il avait initié la création du Cercle des chercheurs zaïrois en Belgique et celle de la Fondation zaïroise à Washington DC. Dans le cadre de cette dernière, il fut le principal rédacteur du mémorandum que la Fondation zaïroise avait adressé à la conférence nationale souveraine et qui fut subséquemment publié sous le titre « Le Zaïre à la croisée des chemins ». Une alternative pour sortir notre pays de l'impasse et relancer le développement.
Paul Kamoulaye a aussi travaillé comme conseiller juridique à la Banque mondiale pendant 28 ans, de 1984 à 2012. Il y a dirigé la Société des fonctionnaires africains du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de 2003 à 2006. Dans le cadre de ses fonctions à la Banque mondiale, il fut le concepteur et le principal artisan de la conférence panafricaine sur le droit, la justice et le développement qui fut organisée brillamment à Abuja, au Nigeria, du 3 au 7 février 2003, sous l'égide de la coalition des juristes africains. Les auspices de la Cour suprême du Nigeria et le haut patronage du président Nigeria, le général Olusegun Obasanjo. Il est actuellement le premier vice-président diocésain du mouvement des professeurs catholiques de l'archidiocèse de Kinshasa. Le professeur Paul Kamoulaye est très activement impliqué dans la promotion de l'engagement citoyen comme facteur décisif pour faire émerger les leaders compétents et vertueux dont la RDC a grandement besoin pour effectivement se redresser sur tous les plans afin de se transformer efficacement et rapidement en Eldorado africain. À ce titre, il a animé depuis 2015 diverses activités sociopolitiques pour conscientiser ses compatriotes, en particulier les plus jeunes, sur la nécessité de se démarquer des illusions et de la surenchère qui sont globalement coutumières. Et familières aux politiciens dont la piètre performance depuis le 1er juillet 1960 est la cause principale de la descente aux enfers qui est présentement le lot du peuple congolais. Pour ce faire, le professeur Paul Kamoulaye est le concepteur de l'initiative de convocation d'une assemblée constituante qui devra permettre aux Congolais de formuler clairement et souverainement une vision commune sur leur destin. Cette vision commune devra alors être consacrée à travers une nouvelle constitution pour asseoir les nouvelles institutions requises pour bâtir au cœur de l'Afrique un pays uni, fort et prospère qui pourra faire de la fierté de tous les Africains. À cette fin, il anime régulièrement plusieurs activités incluant les ateliers de réflexion, des conférences, des colloques, des journées scientifiques et de nombreuses émissions télévisées pour promouvoir la nécessité d'une convocation urgente d'une assemblée constituante en vue de remettre la RDC sur les rails. Les dites activités ont été conduites notamment au CEPAS, à la CENCO, à l'Université catholique du Congo, à l'Université de Kinshasa, dans plusieurs paroisses catholiques dont la paroisse de Sacré-Cœur, la paroisse Notre-Dame de Fatima, la paroisse Notre-Dame d'Afrique, la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, la paroisse Saint-Joseph et la paroisse Saint-Noé Mawagali. Il a aussi conduit de nombreuses émissions télévisées sur des chaînes de télévision telles que Antenne A, Numérica, Perfect, RTCE, RTNC, RTVH, TV 10e rue Limité, ainsi que sur diverses chaînes de télévision numérique sur YouTube, y compris Plus Clair Télévision, Baoba News, KFTV, Monde. De nombreux articles de presse couvrant les activités susmentionnées ont aussi paru régulièrement à travers des journaux quotidiens tels que Le Phare, Le Potentiel, La Prospérité, DIA, etc. Fort de son expérience de juriste avisé et hautement cultivé, ayant travaillé durant 5 décennies dans plusieurs pays, le professeur Paul Kamoulaye ne ménage guère son temps ni son labeur
pour contribuer à repositionner notre pays sur la voie de son redressement réel à travers la convocation effective d'une assemblée constituante dans les meilleurs délais. Outre ses qualifications académiques et ses performances professionnelles bien avérées, le professeur Mpoi Kamoulai est polyglotte. Il parle les 4 langues, le Tshilouba, le Lingala, le français et l'anglais. Il a vécu dans 5 pays, Belgique, Congo, États-Unis, France et Nigeria. Il a visité 47 pays à travers 5 continents, Afrique, Amérique, Asie, Europe et Océanie. Enfin, le professeur Mpoi Kamoulai est marié et il est père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. Permettez-moi maintenant d'introduire la révérende pasteur Madame Bongo Bibiane Bénédiction, qui a généreusement accepté de faciliter la conduite de nos travaux en tant que modératrice de notre séance avec les panélistes qui sont présents ici à Kinshasa. La révérende pasteur Bongo, servante à l'église Mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, MEJECO en sigle. Elle est conseillère en charge de relations avec la société civile, les ONG et la jeunesse du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région des Grands Lacs. Elle est aussi consultante en médiation. Elle est également doctorante en leadership, transformation et développement holistique. Sans plus tarder, je passe la parole à la révérende pasteur Bongo pour modérer la poursuite de nos travaux. Je vous remercie. Une présentation d'un érudit que nous avons dans notre pays, quoi qu'il ne soit pas sur place, mais je pense qu'il mérite d'être encore ovationné pour pouvoir l'encourager, parce que ça fait plaisir d'entendre ça. Souvent, le monde extérieur croit qu'en RDC, il n'y a que des nullités, alors que nous régorgeons des grandes valeurs, à l'instar du professeur Mpoi Kamoulai Lumbala Chamanyangala. Si on peut encore ovationner, merci beaucoup. Merci. En tout cas, cher professeur, très sincères félicitations. Vous faites vraiment l'honneur de notre pays. Sans plus tarder, je vous donne la parole parce que c'est vous qui devez faire le mot d'accueil pour parler des objectifs et de la méthodologie de la journée scientifique d'aujourd'hui. Je vous passe la parole, cher professeur. Chers compatriotes, révérend père, nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui. De la paroisse Saint-Camillus où nous sommes, je ne sais pas évaluer le nombre de votre nombre, le nombre de ceux qui sont présents à Kinshasa dans la salle, mais en ligne, nous sommes au nombre de 14. Et avec nous qui sommes ici à Kinshasa, à Washington, à Silver Spring, nous sommes au nombre de 4. Je vais commencer par présenter ceux qui sont là. Le révérend père Kabango Lengue Jean-Marie, comme son nom l'indique, il est notre compatriote. Il est avec nous ici
aux États-Unis depuis 2005. Et cette année, dans quelques jours, il va fêter son jubilé de sacerdoce. Notre Père, c'est donc une grande bénédiction pour nous d'avoir son encadrement spirituel constant. À ma droite, il y a notre frère, Papa Louis Sylvain Twambilangana, qui est congolais, évidemment, et qui est ici aux États-Unis depuis 41 ans. Il a travaillé chez nous en qualité de... il a commencé, évidemment, comme nous tous, à l'université et dans le ministère du Plan, où il a gravi tous les échelons jusqu'à atteindre les grades de directeur général. Nous avons de notre côté Maman Mouleka Moudukaï Thérèse, que nous présenterons aussi et dont j'ai l'immense privilège d'être le mari. Je disais que c'est un immense honneur et plaisir quand j'ai entendu la présentation qui a été faite de mon humble personne. Je voudrais remercier vivement et très sincèrement notre coordonnateur général de RAREC pour cette belle présentation. Je voudrais remercier également Maman Pasteur Mongo Bibiane Bénédiction. Et je dois dire que c'est véritablement une bénédiction pour nous de l'avoir, parce que Maman Pasteur nous a été recommandée par son Excellence Maman Ifoku Poutampunga Marie-Josée, gouverneur honoraire de la Tuapa, qui avait accepté de modérer nos activités de ce jour, mais qui se trouve absent de Kinshasa par la force des choses, et qui a dit que ce sera difficile que je modère en absence physique. Et nous avons dit, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir sans un modérateur? Alors elle a dit non, je vais demander, elle ne nous a pas dit à qui elle allait demander, et elle nous a annoncé que Maman Pasteur avait accepté à une semaine. Et donc c'était une bénédiction pour nous, parce que ça aurait été compliqué de ne pas avoir une modératrice, mais pas n'importe quelle modératrice. Une modératrice du calibre de Maman Pasteur. Vous avez suivi vous-même la présentation qui a été faite d'elle, et ce n'est pas des mots, parce que moi, elle m'a envoyé des extraits de la présentation qu'elle avait faite dans un séminaire national sur la jeunesse, et je vous assure que j'ai été très impressionné par ce que j'ai entendu, non seulement ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, et la manière avec laquelle elle a fait cette animation devant les jeunes. Maman Bénédiction, merci beaucoup d'avoir accepté de modérer nos travaux. Alors, on va passer la parole, et je dois nous introduire pour la méthodologie de nos assises d'aujourd'hui.
Je pense que l'essentiel a été dit dans la présentation que le coordonnateur a faite de mon humble personne. C'est depuis longtemps, je dirais depuis le banc de l'école à l'université, où les préoccupations de notre problème, de notre pays, m'ont toujours préoccupé. Né à l'époque de la colonisation, j'ai donc eu le privilège de connaître ce qu'était notre pays. Pour nous, lorsque je n'avais que 10 ans, donc lorsque Lumumba a parlé, je n'avais pas suivi. Et pour cause, non seulement parce que je n'avais que 10 ans, mais c'est parce que nous étions en brousse, nous étions dans la forêt. Né en Demba, comme on a indiqué, de père dont le grand-père était né à Benakassa, à Munkamba, et dont le père lui-même n'était pas né là-bas dans ce qu'on dit être mon village de Benakassa. Mon grand-père était plutôt né chez ses oncles maternels à Benakazadi. Ma grand-mère était née à Lusambo, du côté de mon père. Du côté de ma mère, mon grand-père maternel était né en Angola. Ma grand-mère maternelle était née au Kassai. Et donc, lorsque je viens au monde, le 9 juin 1950, c'est par ni le choix de mon père, ni de mon grand-père, ni de moi-même. Et lorsque, en 1959, les politiciens de l'époque, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernaient à l'époque, c'étaient des Belges, des Blancs. Et c'est eux qui dirent à nos parents que non, ici, vous savez, vous n'êtes pas tous des frères et sœurs congolais. Vous avez des tribus différentes. Et que parmi vous, ici, pour moi qui étais né en Demba et dont les parents, à l'époque de l'indépendance, se trouvaient à Louis, alors que moi j'étais à l'école, à l'Institut Saint-Dominique-Savio à Nicolai. On ne savait pas quelle était la différence entre un Moulouba et un Louloua. Et mes pères et mères n'étaient pas de la même tribu, et n'étaient pas du même clan. Et voilà que ma mère et mon père se trouvèrent devant ce choix douloureux d'avoir à quitter leur lieu de résidence pour rentrer là où ils étaient censés être originaires d'eux. Et pour ma mère et mes grands-parents maternels, qui sont restés en Demba, ma mère devait choisir de partir, de suivre son mari et ses enfants pour aller se retrouver dans un lieu qu'elle n'avait jamais connu, dans lequel elle n'avait jamais vécu. Voilà pourquoi l'objectif de notre conversation, de nos assises de ce jour, est très important parce que dans notre pays, ce pays
qui est le plus vaste de l'Afrique subsaharienne. Ce pays que l'on dit être le plus riche du monde en potentialité est aujourd'hui le 4e pays le plus pauvre du monde. C'est un paradoxe, c'est une contradiction scandaleuse. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour réfléchir en disant toute cette instabilité que nous connaissons depuis 1960 est causée par qui et pourquoi. Et on nous ressasse les oreilles que c'est le fait du colonisateur. Mais ça fait 64 ans aujourd'hui que nous sommes indépendants. Et on nous dit non, c'est une indépendance formelle. Nous ne sommes pas véritablement indépendants. Et si nous ne sommes pas véritablement indépendants, c'est la faute de qui? Voilà pourquoi nos réflexions communes de ce jour sont véritablement importantes parce qu'elles vont nous permettre d'arriver à définir, à réfléchir, à partager nos idées pour comprendre que nous sommes des citoyens du monde et qu'en tant que citoyens du monde, nous avons tous le sang qui coule dans nos veines a exactement la même couleur et c'est pour ça que la transfusion sanguine est un élément extraordinaire. Quand on donne le sang, on ne demande pas quelle est l'origine de celui qui a donné le sang que nous recevons. Et donc, nous allons ensemble discuter. Je voudrais commencer cette conversation et cette méthodologie parce que dans la salle, lorsqu'on a présenté, je pense que, je ne sais pas si c'était une omission ou si c'était un oubli, mais j'apprends que le président d'honneur de notre association, de notre rassemblement, le sénateur, honorable sénateur, le papa patriarche Mukama Kadiatan Zemba vient d'arriver et ce serait une omission coupable de ma part de ne pas l'accueillir et de le présenter formellement comme étant parmi nous. Papa patriarche, je vous remercie et je vous demande, s'il vous plaît, humblement, comme je le sais, de vous mettre debout pour que nous vous accueillions. Merci beaucoup. Pas seulement patriarche, mais il est honorable. Et non seulement il est honorable, mais il est le doyen d'âge de notre Sénat. Et pour des raisons politiciennes que je n'évoquerai pas ici, il n'est pas le président du bureau provisoire du Sénat comme la loi l'exige. Mais nous n'allons pas en faire une question de débat ici. Je donnais simplement une information utile pour notre nation. Et donc, je disais que mon propre parcours individuel, personnel, est intimement lié à la problématique qui nous réunit aujourd'hui. Et nous allons ensemble réfléchir sur la nécessité de définir
les modalités de notre vivre ensemble. Parce que ce sont ces modalités qui, aujourd'hui, font que notre pays est en guerre. Cette guerre que l'on veut qualifier de toutes les manières que l'on souhaite. Mais nous savons tous que cette guerre tire son origine dans un seul fait pour lequel notre peuple et notre pays n'a aucune responsabilité. C'est le génocide rwandais qui est arrivé le 6 avril 1994. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, nous payons dans notre chair et dans nos os le prix de ce fait pour lequel aucun Congolais ne porte la moindre responsabilité. En échangeant nos points de vue, nous verrons que la responsabilité de ce fait et de la continuation de cette guerre incombe exclusivement aux politiciens. Nos politiciens. Parce que si nos politiciens, toutes catégories confondues, n'étaient pas préoccupés par l'utilisation de cette guerre à leur propre fin personnelle, cette guerre n'existerait pas. Et en tant que peuple, nous avons le devoir de nous exprimer et d'agir pour que nous mettions fin à cette guerre promptement. Parce que nous devons nous réaliser que ce ne sont pas les soldats venus d'ailleurs qui vont mettre fin à cette situation. Voilà, nous allons procéder comment? Parce que j'étais censé nous donner la méthodologie. Nous avons autour de nous et parmi nous et avec nous 14 compatriotes, tous congolais, qui ont accepté de réfléchir et de partager le produit de leur réflexion avec nous autour des thèmes qui sont décrits et qui se rapportent à la thématique générale de nos assises de ce jour, qui est Assemblée constituante, une solution pour stabiliser la RDC et la transformer en Eldorado africain. Assemblée constituante, une solution, pas la problématique, une solution pour stabiliser le Congo et le transformer en Eldorado africain. Ces mots, chacun de ces mots vaut son pesant d'or. Assemblée constituante, que signifie quoi? C'est le peuple réuni en assemblée. L'article 5 de notre Constitution proclame la souveraineté nationale appartient au peuple. Et le poursuit. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par référendum. Le premier mode d'exercice du pouvoir, c'est le référendum. Les élections ne sont pas une source de pouvoir. Et donc, lorsque nous parlons d'assemblée constituante, nous prenons conscience du fait qu'en tant que peuple, c'est nous qui sommes les détenteurs du pouvoir. Et c'est pour ça que nous devons agir en tant que peuple
est la voie qui est offerte par le droit naturel, si je dois dire. C'est le peuple qui s'est réuni en assemblée constituante. Stabiliser le Congo. Personne n'a stabilisé le Congo depuis 1994. Et c'est à travers les délibérations en tant que peuple que nous allons trouver et que nous devons trouver les moyens de stabiliser notre pays. Le transformer en Eldorado africain. Ne devons-nous pas user de notre intelligence pour comprendre que ce n'est pas en nous plaignant et en criant comme nous le faisons depuis 64 ans que l'Occident est contre le Congolais. Moi, je me pose la question depuis très longtemps et je la pose constamment à mes étudiants. Comment est-ce que l'Occident peut être contre l'homme noir? Comment est-ce que l'Occident peut être contre le Congolais? Parce que nous sommes maintenant fiers et nous réclamons d'être Congolais et nous avons écrit dans notre Constitution que la nationalité congolaise doit être une et exclusive. Mais avant 1885, avant le 26 février 1885, où était le Congo? Qui a créé le Congo? En 1960, nous étions la colonie du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Pourquoi est-ce que ceux qui nous ont colonisés ils auraient pu faire ce que les Français ont fait? Nous avons tous appris, les gens de ma génération, que la colonisation française était articulée sur deux grands ensembles, l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française. Les Français ont totalement balkanisé ces deux ensembles-là. Les Belges ne l'ont pas fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Est-ce que c'était nos brillants politiciens de Belges de ne pas le faire? À la date du 30 juin 1960, première colonie, la colonie la plus avancée de toute l'Afrique subsaharienne. Si les Blancs étaient contre le Congo, si le Blanc avait tourdi un complot pour balkaniser le Congo, comment est-ce que nous pouvons rationnellement expliquer que pendant 52 ans seulement de colonisation formelle, nous avons réussi, et je dis bien nous, sous leur gouvernance, nous avons réussi à faire de notre pays la colonie la plus avancée de l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, 64 ans après, on veut nous faire croire qu'ils nous contrôlent en remote control, comme on dirait ici en anglais, par télécommande, pour nous amener à détruire littéralement ce que nos parents et nos grands-parents avaient construit lorsqu'ils ne nous télécommandaient pas, mais qu'ils nous commandaient. N'y a-t-il pas une irrationalité certaine et totale dans cette affirmation? Et donc, aujourd'hui, nous voulons, en tant qu'être rationnel que chacun de nous est, remettre en question tous les postulats que les politiciens nous ont fait croire et continuent et s'acharnent à nous faire croire que notre ennemi, ce n'est pas eux qui nous dirigent,
mais que notre ennemi serait l'Occident. Je vais conclure cela par là en disant, nous allons écouter chacun des panélistes. Nous allons avoir, après que tous les panélistes qui sont programmés aient fait leur intervention, une heure d'échange, d'interaction. Ce n'est pas seulement des questions, ce sont des commentaires, ce sont des propositions pour que, ensemble, à l'issue de cette journée, nous puissions démontrer ce dont nous sommes capables en tant qu'intellectuels congolais, en tant que patriotes congolais, en tant que citoyens du monde. Je vous remercie. La parole est à la base de notre malheur, mais nous devons nous-mêmes nous examiner par rapport à nos dirigeants pour savoir orienter notre bâton de bataille, quoi. Merci, professeur. Sans plus tarder, nous appelons le révérend pasteur Senga Eric, s'il est là, le secrétaire général de l'église de Christ au Congo. Allons-y, le pasteur Eric Senga, s'il est là. Voilà, Apparemment. Ah, il est à Paris. Pasteur Eric, si vous nous suivez, nous vous passons les micros pour que vous puissiez nous parler de... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu que le pasteur Eric est entré. Je vais essayer de voir s'il est en ligne. Il m'avait assuré qu'il serait là, mais il y a des impondérables. Merci, professeur. Pendant que vous vous cherchez, pour ne pas trop perdre du temps, nous passons au professeur Kintiba Georges pour son allocution, le révérend père. Professeur Kintiba Georges, professeur à l'université de Maryland. S'il veut bien prendre le micro pour nous parler de quelques réflexions à la lumière de l'Évangile sur les pistes recommandables en vue de confectionner une constitution pérenne pour assurer notre vivre ensemble, politique et religieuse de notre peuple. Révérend Père Kitiba. Ok. Excusez-moi, maman pasteur. Oui. Concernant le révérend Père Kitiba Georges, je dois vraiment présenter toutes nos excuses parce que il vient de m'appeler. Il a été difficile d'entrer en contact avec lui, mais il y a un deuil dans sa famille. La personne qui est décédée était malade et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu lui-même communiquer avec nous. En ce moment, il me dit qu'il est en route vers New York et donc nous sommes vraiment désolés que le père Georges n'est pas disponible pour participer avec nous. Prière pour présenter nos condoléances. Nous sommes de cœur avec lui. Sans plus tarder, nous passons à monsieur Kajinga Bernard, analyste indépendant, qui va nous parler de l'Église, une voie du salut pour la stabilité sociale, économique et salutaire en RDC. Personne n'ignore les efforts déployés par l'Église catholique dans notre pays et le pouvoir public partant de l'appel au redressement de la nation à la marche des chrétiens du 16 février, de la table ronde de Bruxelles à Sun City, en passant par le conclave de Lovagnon, la conférence de Luapur, la conférence nationale souveraine et j'en passe.
Malheureusement, ces montagnes n'ont accouché que des souris. Et la situation va toujours de mal en pire. Notre blessure est énorme, comme la mer. Qui pourrait nous guérir? C'est la faute de nos prophètes qui n'ont pas dévoilé nos péchés, nous dit le livre des Lamentations 2, de 13 à 14. Notre vraiment mal est très profond. Mais alors, c'est pourquoi nous devons nous tourner vers Dieu qui, dans le psaume 127, nous dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs ont perdu leur peine. » Et nous avons quelques pistes que nous voulons suggérer. Saint Augustin et les Écritures saintes nous invitent à faire une introspection. Plutôt que de voir toujours le mal dans l'autre, dans le Belge, dans l'Américain, dans le Français, dans le Rwandais, nous devons nous tourner maintenant vers nous-mêmes. Comme Saint Augustin le dit, quand ça ne va pas, in te ipsum redi noli foras ire. Ne va pas ailleurs, regarde d'abord en toi-même. Et puis les Écritures saintes nous disent, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est dans le tien. Comme j'ai parlé de l'Église comme étant la voie du salut, il faut d'abord que l'Église aussi puisse s'interroger sur sa façon de marcher. Est-ce qu'elle joue son rôle? Nous avons vu l'Europe et les fruits de l'Église. Ce sont les moines qui ont appris aux gens à vivre ensemble, à cultiver. Nous avons eu le Saint Benoît, nous avons eu le Dominique, Saint Dominique, le Saint François d'Assise. Aujourd'hui, même si l'Europe est en train de renier son origine, elle est en train d'essayer l'arbre sur lequel est assis ce pays, ou plutôt ce continent. Et c'est ainsi que vous voyez que ça ne va pas. C'est ainsi que Jésus lui-même, quand il est arrivé dans ce monde, il y avait un temple qui était la maison de son Père. Mais dans cette maison, il n'y a eu aucun signe qui montrait que le fils de cette maison vient d'arriver. Par contre, les païens qui étaient très loin, les mages, ils viennent leur demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Ils n'ont pas tardé pour reconnaître dans les Écritures qu'il devait naître à tel endroit, à Bethléem. Mais pourquoi eux, ils ne l'ont pas connu? C'est ainsi que quelques années après, Jésus lui-même est entré dans le temple pour le purifier. Il a chassé les marchands qui avaient fait déjà de cette maison, non une maison de prière, mais une caverne de voleurs. C'est ainsi que je regarde dans notre propre pays. Dieu, on nous le présente comme étant un Dieu jaloux. Il n'a jamais voulu partager sa gloire avec quelqu'un. J'aimerais que nous répondions à cette question, nous tous. Le Congo est un don béni de Dieu ou bien de nos aïeux? Puisque notre hymne national, ou plutôt les deux hymnes nationaux que nous avons connus, ont été composés par un jésuite. Mais il ne parle pas de Dieu. Il dit « Congo, don béni de nos aïeux ». Dieu, si c'est lui qui est à la base de cette bénédiction, peut-il être content de ça? Surtout que ça vient d'un prêtre. L'Église doit jouer son rôle, un rôle prophétique. Je crois que presque tout le monde ici a chanté la zaïroise.
Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne se souvient pas de la zaïroise. Zaïroise dans la pain, dans la... Le lapin, c'est très bien dit. Mais néanmoins, lui, le professeur là, il sait ce qu'il a enduré comme punition. Quand ils ont chanté à la parade, Zaïrois dans la fin retrouvée, c'est fini, nous sommes aux abois. En avant, fier et plein d'indignité, peuple grand, peuple ivre à jamais. Tricolore, enflammez-nous du feu maudit, pour bâtir notre pays dans le chaos, autour d'un fou dangereux, autour d'un fou dangereux. Je ne sais pas si ces étudiants-là qui avaient chanté comme ça, ils n'étaient pas des prophètes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la faim. À cette époque-là, on ne mangeait pas d'impiodi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes devenus? Le rôle de l'Église. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut commencer d'abord par détruire son système éducatif. Cette même année, le 6 juin 1971, quand ils ont marché, le prophète de cela, ils ont été enrôlés dans l'armée. Est-ce qu'on peut faire la réforme de l'enseignement universitaire en moins de 2 mois? On les enrôle dans l'armée, directement, on dit l'université le Vanium, l'UEC, l'université officielle du Congo, et l'université de Kisangani, on les supprime, on fonde l'UNASA. Les instituts supérieurs entrent dans l'UNASA et c'était vraiment un chaos. Directement, les facultés qui formaient des licenciés en 4 ans, on devait le former en 5 ans. La médecine qui était à 7 ans devait revenir à 6 ans. Il a bien dit que les Belges les Belges ne nous en veulent pas. Le seul à s'être opposé à cette réforme, c'était M. Michel Noro, qui était doyen de la faculté des sciences économiques. Il leur a posé la question: dites-moi, quel est le titre que vous allez donner à celui qui fera 5 ans? Et quelles sont les matières que vous allez lui donner? Vous comprenez que nous vivons dans un monde d'illusions. Les Belges sont mauvais. Les Belges n'aimaient pas Lumumba. Les premières élections dans ce pays ont été organisées par les Belges. Au moment où on ne savait rien, ils n'aimaient pas Lumumba, mais ils lui ont donné le pouvoir. C'était des élections aussi inattaquables que la femme de César, mais celles qui ont été organisées par un prêtre congolais, Feu Apollinaire Malumalu, n'ont-elles pas été contestées? Voilà pourquoi même dans la Constitution, nous devons revoir certains préalables. Est-ce que dans la mission de l'Église, c'est d'organiser d'abord les élections? Et quand bien même, aujourd'hui dans notre Constitution, on dit que ce sont les confessions religieuses. Mais quelles sont ces élections qui n'ont jamais été contestées, organisées par les représentants des confessions religieuses? Nous avons besoin d'avoir les pieds sur terre. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne où Dieu a manifesté l'unité de peuple, contrairement à la tour de Babel. Mais c'est ces jours-là que nous avons choisi pour pendre des innocents.
Ce n'est pas profaner un jour saint. La Pentecôte a comme signe le feu de Dieu qui descend sur les apôtres. Et quand on était en train de le pendre, on chantait l'Ikalayamoto. Allez-y comprendre quelque chose. Le coup d'État qu'on avait voulu faire dernièrement, c'était aussi le jour de Pentecôte. Avec ces drapeaux-là qui étaient tirés des pyramides d'Égypte, comme le disait Sakombi, et ces drapeaux-là qu'on voulait ressusciter. Donc, l'Église a un grand rôle pour pouvoir relever ces pays. Les pensées que nous véhiculons dans notre pays, je crois que ce sont des pensées erronées. Dans toute société, la base de la société, c'est la famille. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on dit de la famille? Kolia na mwasi, kolia na ndoki. Mobali azali mbeto ya hôpital. Mayele ya mwasi eleki ya mondele. Mwana moninga mawate. Mutu ya mbongo pe aza moninga na yo. Une voiture qu'on appelle communément ici catch à un taximan pour l'exploiter. Mais quand vous croisez cette voiture-là avec des marchandises qu'on transporte, ça traduit cette idée-là de Mutiambongo, Aza Moninga Nayote. Et puis Mutiambongo aussi de son côté, quand il voit l'autre, il dit Mwana Moninga Mawate. C'est ainsi que lui, il peut avoir 20 000 $, mais il va te payer moins de 50 $. Et ça, il n'y a que l'Église qui peut inculquer aux gens la mentalité de l'amour. Comme nous le chantons le jeudi saint, Muntwazangi Bolingo Akomona Zambete. Est-ce que dans notre pays il y a l'amour? Quand quelqu'un meurt, le corps est encore à la morgue. On demande d'abord où se trouve la clé de voiture, de tout. Ces enfants qui étaient habitués à voir la télévision en couleur, on leur arrache cette télévision-là. Où est l'amour? Dans notre coutume, quand quelqu'un mourait, les gens se précipitaient et sur les enfants, les orphelins, et sur leur maman, pour que ces enfants-là n'aillent pas appeler quelqu'un d'autre papa. Donc, aujourd'hui, dans notre pays, se réalise ce que la parole de Dieu avait dit. Dans les derniers temps, les gens seront de fanfarons, amis de l'argent. Je leur ai dit tout à l'heure, nous étions dans un projet avec une dame. Elle nous a posé la question qui nous a embarrassés. Est-ce que, Bernard, est-ce que dans votre pays, il y a un institut où on forme des voleurs? Quand vous voyez comment les gens volent dans ce pays, non, il doit y avoir quelque chose. Nous sommes le seul pays au monde où les gens ne volent qu'en termes de millions. Est-ce que nous n'avons pas un problème avec Dieu? Est-ce que Dieu ne s'est pas détourné de nous? Est-ce que nos pasteurs nous disent le mal que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'il y a l'amour dans le cœur du Congolais? Est-ce que nous pouvons vivre ensemble, même dans nos couvents? Voyez un exemple qui vient de se passer dernièrement. Le pasteur, comment il s'appelle, qui a perdu sa femme là, Marcel. Et quelqu'un qui est dans cet état-là, c'est le moment vraiment de dire n'importe quoi. Et de la part des autres pasteurs, s'il vous plaît. Nous devons comprendre que nous sommes tombés très très bas.
Quand nous sommes entrés à l'internat, on nous disait, il y avait la première règle, ordo ducit ad Deum. L'ordre conduit à Dieu. Mais on ne nous avait jamais dit où conduisait les désordres. Mais regardez de quelle manière nous sommes en train de construire, surtout ici à Kinshasa. Les routes sont inexistantes. Tu peux trouver une route et toi, puisque tu es général ou bien tu es je ne sais pas qui, tu vas construire. Aujourd'hui, on parle de la balkanisation. Quand vous regardez la Gombe, ce sont les Indiens. Quand vous allez au bon marché, ce sont des Libanais. Et au niveau de Kassabou, ici, ce sont les Ouest-Africains. Un jour, s'ils déclaraient étant indépendant de l'Inde, étant indépendant du Liban, nous sommes en train maintenant d'aller acheter des parcelles, même dans des cimetières, non? Qu'est-ce que nous deviendrons? Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? Il est temps que nous puissions réfléchir. Notre hymne national nous dit, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. Et c'est ça, la grandeur, c'est d'aller acheter des parcelles dans les cimetières et de laisser maintenant les Indiens acheter tout. Aujourd'hui, dans notre pays, quel est ce Congolais-là qui a encore de l'argent? Les sociétés que nous avons connues, la SAPA, le Amasco, le Kansebu, Sibé Zahir, toutes ces sociétés-là n'existent plus. C'est ainsi que quand les gens se plaignent que le dollar ne baisse pas, mais l'économie est entre les mains des étrangers, ils peuvent à tout moment décider de nous faire n'importe quoi. Réveillons-nous. C'est le réveil spirituel qui vient avant toute chose. Comme Bot, qui est convoité par des multinationales qui représentent Akab dans l'Ancien Testament, et auquel le pape François, qui représente Élie, a demandé de lever leurs mains sur les richesses de la RDC. Qui sont ces vauriens recrutés par Jézabel, à chacun de les identifier. Toutes les guerres qu'a connues la RDC, si vous faites les comptes, ça n'équivaut pas cette guerre de l'Est. Or, l'Église, là je m'adresse surtout à nos frères de l'UCC et le CALCC, pour qu'on puisse vraiment demander à l'Église de jouer son rôle. Le 28 novembre, c'était un samedi 1981. N'entrons pas dans les discussions de doctrine. La Vierge Marie apparaît à Kibéo, au Rwanda. Elle dit, je vois un fleuve de sang qui part d'ici et qui traverse le Zaïre. Ce n'est pas une prophétie, puisque cette apparition-là du Rwanda est reconnue par l'Église. Mais qu'avons-nous fait? Dans le génocide du Rwanda, vous trouverez des prêtres. Oui, il y a eu des prêtres. Beaucoup de gens ont été massacrés dans les églises. Moi, je ne comprends pas comment moi, prêtre ou bien chrétien, je dis à quelqu'un, je dis, Boboto Mondeko. Et quelque temps après, un politicien vient me dire que non, Bomaye, je livre celui-là. C'est pas possible. Même chez nous ici, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'abbé Blaise Kanga. C'était un séminariste du Katanga. Il a été parmi les refoulés. On chasse quelqu'un du séminaire, non, va te faire ordonner chez toi.
Voilà pourquoi je demande à ce que l'Église fasse d'abord un nettoyage, qu'on puisse faire ce que Jésus a fait, purifier le temple, que nous puissions vraiment revenir à Dieu. Ici, chez nous, l'apparition de la Vierge Marie, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le cardinal Monseigneur en parlait. Il avait même dépêché une commission. Pourquoi est-ce que chez nous, on parle d'un zété kauka? Un arbre sec, c'est un arbre qui ne produit pas de fruits. Alors, si l'arbre ne produit pas de fruits, quand on demande à Jésus, il dit non, il faut d'abord le monder. S'il ne porte plus de fruits, alors en ce moment-là, il faut le couper. Faisons attention que nous ne soyons pas des arbres secs. Et quelle est cette famille-là où quand les enfants se sont brouillés, le père et la mère ne mettent pas les enfants ensemble pour les réconcilier? La Vierge Marie, les chrétiens du Rwanda, ils la vénèrent. Les chrétiens du Congo, ils la vénèrent. Quelle est la position de l'Église du Rwanda sur ces apparitions-là et sur les drames que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Puisqu'il devait dire non, ne faites pas ça. Regardez ce qui est arrivé à Naboth. Kagame ne sera pas éternel. Un jour, il mourra. Et Dieu, puisqu'il est le Dieu de justice, il nous rendra un jour justice. Et il appartient maintenant à cette église du Rwanda de dire que non, le chemin que nous avons pris n'est pas le bon chemin. Ou même quand il y a des conférences au niveau de l'Afrique, les conférences épiscopales, pourquoi on ne peut pas parler de ces problèmes-là? Puisque c'est un problème qui vraiment est épineux. Il y a déjà combien de millions de morts? Alors, vous voyez que nous avons beaucoup de choses à faire dans notre Église. Suivons l'exemple du pape Jean-Paul II. Le mur de Berlin s'est écroulé comment? C'est quand le pape a consacré la Russie au cœur immaculé de Marie. On n'a pas tiré une seule balle. Et quand le pape a vu que la guerre entre l'Iran et l'Irak faisait beaucoup de ravages, il a rassemblé le chrétien à Assise. Et quelque temps après, cette guerre a pris fin. Chez nous, qu'est-ce que nous attendons? Le drapeau de l'Union européenne a été présenté le 8 décembre 1958 et adopté le 13 décembre à la fête de Sainte Lucie. Faisons attention aux dates. Nous devons faire attention aux symboles. La guerre de Kippour en 1974, Israël n'a pas gagné cette guerre-là à cause de sa force. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le plateau du Golan, les Syriens avaient déjà des chars prêts à fondre sur Israël. Israël n'avait que quelques chars qui étaient d'ailleurs pilotés par les réservistes. Mais ils ont vu les Syriens rebrousser le chemin. Dans leur poursuite, ils ont attrapé un capitaine. On lui a demandé lors de son procès, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fondu sur nous? Ce capitaine leur a répondu, j'aurais préféré que vous soyez à ma place, à notre place. Nous avons vu une main géante nous faire signe de rentrer et dans la plaine, c'était plein de militaires vêtus de blanc. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. L'arme de la religion qui a été utilisée contre nous pour nous diviser, si nous l'utilisons à bon escient en disant ora et labora, prie et travaille, nous allons nous en sortir.
Si nous utilisons cette arme en faisant ce que nous chantons comme on le faisait avant, Soki toko lingana ya solo, alléluia, toko mona tembo, c'est pas compliqué. Quelles sont les familles aujourd'hui qui sont unies? Nos familles sont divisées. Et souvenez-vous de Peter Botta qui avait dit, les Noirs ne s'aiment pas. Donnez-leur des armes, ils vont s'entretuer. Mais regardez les Indiens, comment ils travaillent. Je crois que ça vaut la peine que nous puissions copier ce qui est bon chez les autres et rejeter ce qui est mal chez nous. La Yougoslavie n'existe plus. Elle avait accueilli des minorités, non? Et aujourd'hui, ce pays n'existe plus. La Vierge Marie était aussi apparue en Yougoslavie, mais ce pays n'existe plus. Notre pays risque de ne plus exister. Quel est ce gouverneur-là qui a travaillé chez lui sans avoir eu d'émotion, de méfiance? Donc, vous comprenez que cette histoire de dire le gouverneur doit être issu de tel... c'est une fausse conception. Le sénateur est là. Il a été élu à l'Équateur, non? C'est chez lui? À bon entendeur, je vous remercie. Tous, sans exception aucune, chacun a un parent spirituel auprès de qui il reçoit des conseils. Et que faisons-nous de ces enfants-là? Deuxième chose, j'ai retenu les mots-clés, l'ingrédient rare que nous devons tous rechercher, c'est l'amour. J'ai écrit un livre sur les 5 chantiers de l'amour de Dieu, qui consiste, n'est-ce pas, à reconstruire l'homme spirituellement et moralement. C'est ça les grands défis. La terre, elle est ce qu'elle est, telle que Dieu l'a créée. Elle est là. Si nous allons à la rivière, nous allons trouver des poissons. Si nous creusons la terre, on va trouver de l'or, du coltan, tout, on va trouver. Même si nous acquisons l'Occident aujourd'hui, mais ils ne sont pas partis avec nos fleuves. Ils sont partis avec nos minéraux. C'est toujours là. Mais c'est l'homme. L'homme qui doit gérer, qui est foncièrement détruit. Et c'est lui que nous devons reconstruire. Le mot amour, moi j'ai dit amour, c'est un acronyme que j'ai simplifié de manière suivante. A, c'est l'acceptation de l'autre. M, c'est mourir pour l'autre. O, c'est oublier l'offense, d'où le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. U, c'est l'unité dans la diversité. Et R, c'est le respect de l'autre. Si nous réunissons, gloire au Seigneur, si nous réunissons tous ces éléments-là, ça sera le décollage. Et nous devons retourner à Dieu qui est l'auteur de l'amour. Encore une fois, merci beaucoup, professeur. Ça nous interpelle, surtout nous, Église. Ça nous interpelle. Sans plus tarder, nous passons la parole à notre ami maître Ngwangu Barthélemy, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, membre de la commission Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa, qui va nous parler sur les faiblesses de la Constitution du 18 février 2006 et leur impact sur la cohésion nationale et l'harmonie positive au regard du pluralisme ethnique et tribal en RDC. Maître. Cette belle initiative afin de pouvoir échanger sur des questions pertinentes qui ne touchent pas les personnes qui sont en face de vous, mais nous tous
qui se considèrent comme Congolais. Ce matin ou tard la nuit, j'ai reçu un fichier venant de lui, le professeur Mpoyi, où il était en train de faire les projets de résolution de ces ateliers. Et dans ces projets, il propose, dans ses conclusions, la constitution d'une assemblée constituante, c'est-à-dire l'élaboration d'une nouvelle constitution. Autour de cela, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Mais pourquoi cette proposition? Il l'a dit, je vais le prendre aussi également au mot. Il a dit, la Constitution en son article 10 dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Évitons de se plaindre que si le Congo n'avance pas, ce sont les voisins. C'est inquiétant qu'un pays comme la République démocratique du Congo, qu'on puisse regarder jour et nuit, et tout le monde ne parle que des Rwandais. Des Rwandais. Un pays qui n'a même pas une superficie d'une province en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? Ainsi donc, si le professeur Mpoyi Kamulayi propose la révision constitutionnelle, c'est-à-dire, ou l'institution d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire que cette constitution qui gère les pays aujourd'hui, nous sommes gérés par cet instrument, la constitution du 18 février 2006. Ce qui veut dire que cette constitution pose problème. Au-delà de cela, faudrait-il savoir effectivement qui ont rédigé cette constitution, puisque c'est nous-mêmes qui se plaignons jour et nuit. Alors cette constitution qu'on propose sa révision aujourd'hui, elle a été rédigée par qui? Par les Rwandais que nous imputons aujourd'hui. C'est nous-mêmes Congolais qui avons rédigé cette constitution. Mais la question qui nous reste, c'est la manière ou la procédure de la rédaction de cette constitution. En 2005, on nous a amené un système de référendum où on vous dit, vous pouvez voter que oui, soit non. Sans savoir le contenu de cette constitution disait quoi. Et par voie référendaire, je pense que tout le monde a opté pour répondre à la question oui. Je vais à l'article 10 de la Constitution. Je prends juste son alinéa 3. Cet article parle qui effectivement qu'on peut appeler Congolais d'origine, puisque c'est nous qui avons voté cette Constitution. L'alinéa 3 de cette Constitution dit ceci. Est Congolais d'origine, et c'est une question purement politique. Est Congolais d'origine toute personne appartenant au groupe, et les groupes on a écrit au pluriel, les groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu les Congo. Et on met entre parenthèses la République démocratique du Congo, virgule, à l'indépendance. Point. Ceux qui connaissent l'histoire du Congo savent qu'en 1959, il y a eu conflit dans nos pays voisins entre les Tutsi et les Hutus. Et autour de ces conflits, ces ethnies-là se sont déversées en masse au Congo. Mais comprenez que notre constitution que nous-mêmes avons rédigée dit qu'à l'indépendance, puisque la date de l'indépendance c'est 1960, à cette date-là, toute personne qui était sur le sol congolais, on l'appelle Congolais d'origine. Pensez-vous qu'à cette époque-là, les Rwandais n'étaient pas au Congo?
Ça, c'est la constitution de notre pays que vous et moi avons adoptée, votée et promulguée. Et que donc, il est très important, on est Congolais, qu'on puisse réfléchir autour de plusieurs questions. Est-ce que c'est le seul article qui pose problème ou l'ensemble de la Constitution? Les matières sont nombreuses. Notre Constitution pose problème. Comment voulez-vous, celui qui vient au Congo, chez vous à la maison, étranger, mais vous le considérez comme enfant de la maison, qu'est-ce qu'il fera? Il vous vole tout. Puisque vous le considérez comme tel, c'est la Constitution qui le dit. Pensez-vous que dans ces coins-là de l'Est, vous allez dire à un Tutsi, un Hutu qui était en 1960 sur le sol Congo, qu'il n'est pas congolais d'origine? La preuve, c'est ça. C'est la raison pour laquelle celui qui est venu comme Mupaya ne pouvait venir que pour détruire. Voilà pourquoi à ces jours, on ne fait que se plaindre pour un petit pays. Et que donc, il est temps pour que les Congolais, qu'on puisse réfléchir autour de toutes ces questions. Alors, du fait que la question porte sur une nouvelle constitution, cela veut dire que c'est un texte qui est rempli des articles. On ne fera pas l'analyse de tout, mais nous allons cibler quand même certains points essentiels pour éveiller la conscience du peuple congolais. Je prends un exemple. Vous savez, aujourd'hui, les universités congolaises déversent à la société combien d'étudiants chaque année? Plusieurs. En tout cas, le chiffre est incalculable. Mais est-ce ces étudiants qui viennent de terminer l'université ont-ils accès facile au travail? La réponse c'est non. Pourquoi? Nous, personnellement, moi, nous avions été victimes de ça. Vous allez dans une société privée, on vous dit non, monsieur, vous êtes étudiant, non, diplômé. Mais chez nous, pour avoir accès au travail, il faut d'abord obtenir 65%. Première condition. Au-delà de 65%, il faut avoir au minimum 3 ou 5 ans d'expérience. Au-delà de cela, est-ce que connaissez-vous l'anglais et l'informatique? Et automatiquement, le nouveau étudiant est bloqué. Cet étudiant aura l'expérience où et quand, comment. Mais quand vous lisez la Constitution, à son article 36, elle dit ceci: le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. Mais voilà ce Congolais qui est au Congo, qui a voté sa constitution. Au lieu qu'il puisse avoir l'application, puisque cette loi avance pour dire que ces droits sont garantis par l'État. Vous êtes d'accord avec moi que dans notre pays, il y a une institution, une structure qui s'appelle l'ONEM. Et il y a aussi l'INPP. Quel est le rôle que ces institutions jouent dans notre pays? Est-ce que l'ONEM est là seulement pour faire une évaluation? Chaque année, il y a les taux élevés de chômage. Il doit faciliter des jeunes à trouver de l'emploi. C'est bien organisé. Et que celui qui n'a pas une expérience professionnelle, on l'envoie à l'INPP. C'est clair. Mais qu'est-ce que notre constitution fait? Alors, le papa l'a dit ici, j'étais très curieux de le suivre. Aujourd'hui, les Libanais, les Occidentaux sont partout dans notre pays. Et nous avions démissionné à notre droit de la souveraineté consacrée à l'article 5 de la Constitution. Et ce sont ces gens-là qui nous gèrent. Et les Congolais s'étaient. Il ne dit absolument rien.
Mais ça, il y a un article qui est devenu virtuel, je ne sais pas c'est quelle loi. Les Congolais vivent par rapport à l'article 15. Les Congolais vivent par rapport à l'article 15. Débrouillez-vous. Mais voilà. On cherche à verrouiller les comportements dans des textes que peut-être par hasard tout le monde n'a pas accès. C'est quand vous lisez la constitution de mon pays que j'ai adoptée en 2006, elle me dit à l'article 62 que nul n'est censé ignorer la loi. C'est curieux. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire, si j'ai commis un forfait, c'est en connaissance de la loi. Et si on veut me poursuivre, on va me poser la question, savez-vous que ce que vous avez fait, c'est contraire à la loi? Est-ce que vous et moi avons eu connaissance de cette loi-là? Mais pour vous verrouiller, la Constitution dit non, ne vous en faites pas, tout le monde peut être au courant. Mais de quelle manière? On vous dit, dès qu'une loi est promulguée, signée par le président de la République, il suffit que celle-ci soit publiée au journal officiel. Présomption de connaissance. Peut-être moi je connais l'adresse du journal officiel, c'est sur l'avenue Lukusa numéro 5 à Gombe. Et celui qui est chez moi là-bas, au fin fond, où il n'y a même pas l'internet, il n'y a même pas les courants, comment va-t-il être au courant de la loi qui est publiée au journal officiel dont le siège se trouve ici à Gombe, avenue Lukusa numéro 5? C'est pratiquement difficile. L'article 149 de notre Constitution dit ceci. Je prends seulement l'alinéa 3. Elle dit ceci. Puisqu'il y a un terme vocable qui dit c'est la justice qui élève une nation et non l'économie, à moins que vous me contredisez. Proverbe 14, 34. Et cette justice doit être stable et que les lois que nous votons, y compris cette constitution, doivent refléter l'image de l'homme congolais. Cet article dit ceci. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Là où je suis, je peux me poser la question, mais comment ça se passe? Les décisions de justice prises par les autorités compétentes, dès qu'il est rendu, c'est à mon nom. C'est-à-dire, si je l'accepte, il reste comme tel. Pouvez-vous accepter une décision qu'on rend à votre nom, passer et garder silence? Maman la modératrice, maman pasteur, une décision de justice qui est rendue à votre nom. Si vous n'êtes pas d'accord contre cette décision-là, c'est agir, attaquer cette décision. Alors, est-ce que le champ est ouvert? Que ce soit n'importe quelle décision qui est rendue à mon nom, puisque c'est ça que dit la Constitution. Est-ce que je peux contester contre cette décision-là? Les règles de procédure sont verrouillées. Lorsque vous vous soulevez contre une décision de la justice, on vous dira, monsieur, vous n'étiez pas parti au procès. Pour contester contre une décision de justice, il faut être parti au procès. Mais que dit la Constitution? Cette décision est rendue à mon nom. Le tout est verrouillé. Et on accepte. Voilà. Je vois tout le monde bouger la tête, vous et moi avoir adopté ça en 2006. C'est ça qui nous gère aujourd'hui. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent effectivement que cette constitution que nous avons aujourd'hui, si on peut la mettre de côté et demander à la population congolaise comment nous voulons nous-mêmes être gérés.
pour que demain ou après-demain, qu'on ne puisse pas se plaindre. Je suis tombé à un article de la Constitution. Ce sont les deux articles combinés. L'article 158 et l'article 163 de la Constitution. Lorsqu'on était en train de discuter ici, ou ce matin même, il y a une autorité qui avait été arrêtée, poursuivie pour des faits. Et après un moment, on dit non, il est malade, il doit aller à l'étranger. On se pose la question. Toujours les politiciens, il y a des problèmes qui partent se soigner à l'étranger. À quoi servent les hôpitaux construits ici? Alors, faudrait-il organiser un mécanisme qu'un Congolais tombe malade, il va à l'étranger? Or, les produits que nous utilisons viennent de l'étranger. C'est tout simplement parce que il y a des millions de dollars qui sont partis là-bas. Bon, pour fermer les yeux aux Congolais, on dit non, il est malade, et puis l'histoire des millions s'enterre. Et dans tout ça, c'est les Congolais qui souffrent. Ça, c'est une parenthèse. Ces articles disent quoi? Vous savez, dans un pays, personne n'est au-dessus de la loi. Personne. Tous, on est nés égaux, sur les mêmes pieds d'égalité. Nous avons tous le droit de vivre. Ceux qui gèrent les institutions ne sont pas au-delà du peuple congolais. Le professeur l'a dit, nous sommes les détenteurs de ces pouvoirs-là. C'est nous qui prenons notre pouvoir, nous les cédons à ces gens-là. Mais ces gens-là, en contrepartie, ils nous remercient à monnaie des singes. C'est ce qui est criant. L'article 158 dit ceci. Parle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est l'article 58, alinéa 1er. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle composée de 9 membres, tous, c'est le président de la République qui les nomme. Dans cette nomination, 3 doivent venir de sa propre poche. 3 autres doivent venir du Parlement dont lui-même est majoritaire. Et les 3 autres doivent venir du Conseil supérieur de la magistrature dont lui-même est le magistrat suprême. Mais l'article 63 vous dit la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'État. Je m'arrête là. Une personne qui se choisit lui-même des juges, peu importe ce qu'il peut faire, il a la conscience de redevabilité. Pensez-vous que ces juges-là, qui sont nommés par le président de la République, les 9, demain, celui-ci, institution président de la République, fait quelque chose dont tous les Congolais ne sont pas d'accord. Et la seule institution à le poursuivre, c'est la Cour constitutionnelle. Vous allez placer ce monsieur-là devant cette Cour constitutionnelle et ceux-là diront non, on est juge, nous allons maintenant te juger, te condamner et répondre à tes actes. Ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. On peut citer les autres, tant mieux. Mais lorsque la personne se dit non, je suis président ou membre de la Cour constitutionnelle, le président peut tout faire et on ne peut voir ses actes qu'après son mandat. Souvent, ce sont des cas pratiques. C'est difficile de poursuivre un président en exercice. On attend dès qu'il finit son mandat
et après on pourrait poursuivre. Mais pendant tout ce temps, prenons par exemple cette institution président de la République comme un forfait aujourd'hui qui peut vous nuire après 4 ans. C'est-à-dire que les personnes dont lui-même a nommé laissent passer ces délais-là de 4 ans, les Congolais en train de souffrir, et on verra ça après 5 ans. Ce n'est pas possible. Ce sont les matières qui demandent réflexion, que vous et nous, mettre dans la tête des Congolais que les lois qui sont votées, la constitution de notre pays, l'instrument juridique qui nous gère, viennent de moi. Et quand ça vient de moi, quelque chose qui ne va pas, je peux demander qu'on puisse rectifier les tirs. Et tout ça, c'est pour l'intérêt des Congolais. Et que donc, il y a plusieurs faiblesses dans cette constitution. Il y a des matières à développer, nous n'aurons pas à les décortiquer aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs articles, de 200 articles, c'est difficile. Et l'initiative du professeur Mpoye Kamulaï, elle est louable. Il revient maintenant à la conscience des Congolais. Je vous remercie. Pas nécessairement une question. C'est un commentaire que j'ai fait. D'abord, je vous félicite. Je suis surpris. D'abord, vous-même, je ne me connais pas, je prendrai votre adresse. Vous avez été excellente. Vous avez défini le mot amour que je ne connaissais pas. Deuxième observation, cette conférence devait être adressée à un groupe d'hommes autre que celui que je vois ici. La plupart sont les étudiants qui ne peuvent pas lire ou acheter, s'ils n'ont pas de moyens. Si vous pouvez parler aux politiciens, vraiment, je serai content. On peut vous aider pour que ce que je viens d'entendre ici, votre éloquence, le professeur, l'avocat, qui a stigmatisé les articles que nous avons votés, acceptés, alors que c'est un suicide pour nous. L'autre professeur ne connaît pas son nom, il a donné des cas. Ce que le peuple dit, le slogan à Lingala, ils disent beaucoup. Et puis, le professeur Poy, je le connais, c'est un homme qui a de très bonnes idées. Je lui ai toujours dit, il faut parler en public, je ne dis pas select, un public nombreux, mais qui ne peut rien changer. Dans la salle ici, je ne vois personne qui peut changer ce que vous voulez dire. Voilà les peu que je voulais dire. Je ne peux pas partir sans dire ce que je pense. Merci. Merci beaucoup, patriarche. Je suis très ému. D'ailleurs, quand vous entriez, je me suis dit, est-ce que c'est un modèle pour nous qui vous regardons? Que Dieu vous bénisse encore et encore. Et merci pour votre... on peut dire ça? C'est pas une intervention. Non, même pas. Son apport. Son apport. Son apport. C'est un apport très important. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous garde toujours pour nous. Nous allons passer la parole à notre que vous faites. Comme ça, je sais, si je suis les pas de madame la pasteur, peut-être qu'il y aura un changement aussi de mon côté. Je dirais aussi à d'autres jeunes qui souffrent comme moi, voilà, il y a un chemin à suivre et je suivrai ce chemin-là. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement? Je suis curieuse de savoir. Merci. Constitution et créer une nouvelle constitution, qu'est-ce que ça va changer? C'est la gamme de fond des questions, ça s'est répété.
et même si on les a adressés spécifiquement à Maître Nwangwu en disant non, qu'est-ce que nous avons? C'est la thématique de cette journée scientifique, c'est quoi? Assemblée constituante. Alors, pourquoi est-ce que je répondrai vite à la préoccupation du professeur Chirumani? Il parle d'éthique, il faut changer l'homme et celui. Hier, le ministre de la Justice était en train de faire, excusez-moi l'expression, du cinéma, parce que ça a été fait avant. Son prédécesseur, la ministre de la Justice, était de nouveau, était aussi descendu à Makala. Et donc, on nous habitue à ces exercices, et alors tout le monde sort de là et dit non, moi je vais maintenant changer, moi je vais maintenant appliquer la loi. C'est ce que le professeur Chirumani vient de dire. Et on sait pourtant que l'activité et l'âme remporte. On connaît le cas. Maître Nwangwu a des privilèges et une unité de juridiction. Et donc, là, quand nous parlons de constitution, nous ne parlons pas de réécrire une constitution. Nous avons dit que le pouvoir appartient au peuple. Pour le moment, le pouvoir est confisqué du peuple par les politiciens. Une assemblée constituante, ce n'est pas une commission de réécriture de la Constitution. Et c'est ça l'erreur que vous faites, ou c'est là le message que nous n'avons pas passé correctement. Non, l'assemblée constituante est pour chacun de nous qui peut se référer à ses cours d'histoire, notamment de la Révolution française. Lorsque le peuple se constitue en assemblée constituante, c'est que le peuple redéfinit lui-même, il reprend son pouvoir. Il ne s'agenouille pas devant celui, son représentant qu'il avait choisi hier, et qui, comme la maman pasteur a dit, quand il arrive là-bas, il s'assied là-dedans, il devient lourd pour l'homme. Donc, ne confondons pas, et notre véritable objectif ici, de parler, qu'Assemblée constituante, une solution. Nous sommes là pour trouver des solutions et non pas pour écrire des bouts de papier. Et donc, lorsque l'Assemblée constituante est convoquée, et nous avons prévu que ce n'est pas des experts, c'est le peuple et qui désigne des délégués qui viennent du peuple qui sont déjà là. Et le schéma est très clair. Dans notre pays, nous avons des institutions qui existent et des corps qui sont constitués. Nous avons 145 territoires, nous avons 33 villes, nous avons 26 provinces pour le moment, et nous avons des corps constitués qui sont les médecins, les avocats, les magistrats, l'armée, la police, etc. Donc ça, ce sont des détails de mise en œuvre. Le principe, c'est que nous ne parlons pas de modifier la loi constitutionnelle. Nous parlons de peuple qui prend conscience de ce qu'il est et qui dit aux politiciens, maintenant nous le peuple, voici ce que nous disons que nous allons faire et voilà comment nous définissons d'abord les modalités de notre vivre ensemble. La Constitution, c'est cela, c'est que ça signifie. Vous ne pourrez pas, le professeur a parlé de sanctions positives et négatives, et on peut commencer ça maintenant. Vous allez commencer ça maintenant avec qui? Avec quel juge? Regardez ce qui se passe parce que le professeur et moi, nous sommes à l'université de Kinshasa. Regardez la farce qui s'est passée là-bas. Hier, le ministre suspend des professeurs, le lendemain, les mêmes professeurs sont là, acclamés, à faire du théâtre. Voilà, donc c'est pour ça, et ça ne va pas être réglé par une commission d'éthique ou une loi d'éthique, mais ça va être, c'est pour ça que nous parlons
de l'Assemblée constituante. Je vais maintenant retourner le micro à maman modératrice pour qu'elle passe le micro aux autres panélistes. Je vous remercie. Et je pense aussi que la réflexion intellectuelle est une chose à faire parce que tout commence dans la tête. Pour faire quelque chose de bien, pour poser une action correcte et convenable, il faut d'abord qu'on l'ait réfléchi. Et quand on a réfléchi avec toutes les lumières que nous avons vues, avec l'amour, avec un grand A, je souligne un grand A, à ce moment-là, tout ce que nous ferons, nous allons bien le faire. Donc, pour ne pas éterniser ma petite intervention, je donne le micro à monsieur Papa Sylvain Bouy, qui va prendre le micro et qui va faire son exposé. Bien, merci, Maman. Avant d'intervenir, j'ai le devoir d'abord le fondateur de l'AREC, Papa Professeur Bouy, pour m'avoir associé à cette journée aujourd'hui. Alors, la journée d'aujourd'hui est sur la question de la diaspora. Quelle contribution l'Amérique du Nord doit-elle apporter au redressement de la RDC? Je suis de la diaspora, je suis aux États-Unis depuis octobre 1996 ou 96 pour les Belges. Ça fait plusieurs années et je suis un témoin qui peut parler de cette diaspora. J'ai fait de temps en temps des voyages au Canada, un peu de consultation en tant que consultant indépendant. Alors, je vais résumer mon intervention en 6 points. Je serai bref. Premièrement, je voulais dire un mot sur... Il y a aujourd'hui 64 ans, après l'indépendance de la République démocratique du Congo et surtout depuis la chute du régime de Maréchal Mobutu, on a commencé à parler des contributions significatives de la diaspora congolaise en général et de la diaspora de l'Amérique du Nord en particulier. L'Amérique du Nord, c'est les États-Unis, 50 États, et 10 provinces du Canada, plus 3 territoires. Donc, c'est ça l'Amérique du Nord. Alors, cette diaspora est active aujourd'hui. Et elle est très préoccupée par le développement politique, économique et social de la RDC et se mobilise chaque jour au prix de beaucoup de sacrifices pour y apporter sa grande contribution malgré divers obstacles sur son chemin, entre autres les frais élevés de transfert d'argent, les frais de transport pour l'expédition des produits, des équipements, des véhicules utilitaires qui pouvaient contribuer au redressement de la RDC. Et aussi sans oublier aussi les contraintes, surtout le découragement qui s'ajoutent liés à la jalousie, même au niveau familial, sans oublier le poison qui est monnaie courante en RDC, les vols et les attaques de Koulouma au risque d'y perdre sa vie. Malgré ça, la diaspora congolaise d'Amérique du Nord
est toujours disposé à se battre pour le développement ou le redressement de la RDC. Ce que la diaspora congolaise peut faire pour le développement du pays et toutes les contraintes auxquelles elle est assujettie. Donc là, il y a à manger, à boire, mais faute de temps, je vais passer le micro à M. John Moussassa, qui est Senior Research Fellow IFRI. Il va parler de la transformation du système alimentaire. Je vais parler de la diaspora. Pour les tracasseries administratives, parfaitement d'accord. Si vous pouvez approcher le micro, quelqu'un peut tenir le micro plus près de... Ok. C'est pour moi. Maître, on va approcher le micro davantage. Les tracasseries administratives, les subissons tous, nous les regrettons. Les pays comme le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal et le Mali, la diaspora investit dans leur pays d'origine. Notre diaspora est spécialisée par des critiques des régimes existants. Nous l'avons vu du temps de Mobutu, du temps de Kabila. Je crois que ça sera la même chose demain. Et ceux qui sont ici, nous, on ne voit pas ce qu'ils font comme investissement, comparativement aux pays dont je viens de parler. Ils sont spécialistes dans les critiques. Et quand ils arrivent ici, on les a vus dans différents. Ils cherchent l'argent et construisent à l'extérieur, jamais dans leur pays. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous ne voulons pas citer le nom des gens. C'est ainsi qu'on les appelle la diaspora. Ça, c'est un terme qui est connu ici au Congo. J'invite notre diaspora de faire comme les Maliens, comme les Nigérians, et ainsi de suite. Pour nous, pour ceux qui voyagent, qui ont voyagé, je connais les politiciens qui ont favorisé la diaspora en Belgique. Nous avons su Matongé. Matongé, dans le temps, était vivant. Tout le monde était fier de Matongé. Il y avait des magasins, il y avait des coiffeurs, il y avait tout ça. Après le régime Mobutu, aujourd'hui Matongé appartient aux Libanais, aux Chinois, à d'autres personnes. Ce que nous regrettons vivement. Les Européens, les Belges qui avaient connu ceci regrettent aussi. Voilà ce que j'avais à dire sur la diaspora. Merci.